touché à des choses qui nous touchent, donc merci d'ouvrir le bal ainsi. Alors oui, me présenter, ça va être simple, c'est à faire pour moi et aussi assez rapide. Parce que j'avais déjà développé une petite phrase pour me présenter quand j'avais 4 ans. Parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et les enfants sont très pragmatiques dans leur vision, dans leur organisation du monde. Et moi, je m'étais dit, si je peux répondre à toutes les questions qu'on me pose dès la présentation, ben, je vais gagner beaucoup de temps. On va tous gagner beaucoup de temps. Et donc, j'avais développé une petite phrase qui est la suivante. Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. Ça aussi, c'est très important de le préciser quand tu es un garçon de 4 ans qui a les cheveux longs. Et de plus, j'avais des barrettes, moi. Donc, je provoquais, je cherchais les difficultés. Alors, pour l'enfant lui-même, et ça, c'est important de le voir dès à présent, puisque ce sera ça ma thématique de la journée, qui est l'enfance. Pour l'enfant lui-même, l'appartenance à un genre n'est pas tellement importante. Disons qu'elle n'a pas de valeur, il n'y a pas de valeur dessus. Parce que l'enfant regarde le monde et n'a aucune raison, dans ses premières années, de s'identifier à un certain groupe plutôt qu'à un autre. Il voit un ensemble de différences et il se sent faire partie de ces différences en étant lui-même une différence, et puis il s'identifie à l'ensemble des vivants présents. Et donc il n'a pas de raison particulière, et puisqu'il n'y met pas de valeur, il n'y a pas d'inconvénient ou d'avantage à faire partie d'un genre plutôt que d'un autre. Donc ça, il faut que ça soit clair à nos yeux au moment où nous rencontrons l'enfant qui explique qu'il est un garçon. Donc c'est pas pour une question de mise en place de points de valeur personnels que l'enfant le dit, c'est plutôt pour autre chose. Vous avez déjà remarqué, je suis sûr que ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui fait peur aux autres. C'est notre réaction à la peur des autres. Vous l'avez certainement remarqué, c'est facile à tester. Hein. T'as vu comme ça fait peur? C'est juste parce que moi j'ai eu peur. Donc on ne sait pas pourquoi on est... Tu t'adresses pas à n'importe qui. Là. Oui, mais il y a une réaction inévitable. Et cette réaction-là, l'enfant la craint énormément. Et donc pour éviter... S'il la craint, c'est parce que quand un adulte se rend compte qu'il s'est trompé vis-à-vis d'un enfant, ça lui fait un choc. Qui, en retour, de la même manière, effraie l'enfant. Par exemple, on vient, on te dit « Alors mademoiselle, tu as quel âge ?» 12 ans. Et tu réponds, je ne suis pas une fille. Je ne suis pas une fille. Et là, du coup, forcément, ceux qui sont autour de toi, donc parce que je me suis trompé. Et donc, pour éviter ce choc à l'interlocuteur qui, en retour, fait un arrêt cardiaque, l'enfant préfère dire dès l'abord, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons. Ça, c'était une autre injonction paradoxale pendant mon enfance. Je ne sais pas si là où vous avez grandi, il y avait la même chose, mais moi, là où j'ai grandi, il y avait toujours dans chaque boutique une espèce de petite coupelle avec des sucreries pour les enfants. Mais les enfants avaient une recommandation, ou plus qu'une recommandation, de la part des parents, qui était n'accepte jamais de sucreries de la part des étrangers. Ce qui t'amène toujours dans une situation assez complexe au moment où tu entends la fameuse... Un truc sexuel. En tout cas, il y avait un truc. Donc en plus, comme j'aimais pas les choses sucrées, c'était simple à dire. Donc je répète une dernière fois cette phrase, je vais la finir enfin. Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Et ça, le dernier segment de la phrase provoquait toujours une certaine agitation, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais pour me présenter, je peux utiliser la même phrase parce que très peu de choses, voire aucune, n'a vraiment changé. Bonjour, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon. Alors j'ai toujours les cheveux longs, j'en ai beaucoup moins qu'à l'époque. Je suis toujours un enfant. C'est probablement pour ça que Manuel m'a invité aujourd'hui, parce que je suis toujours un enfant. J'ai plus 4 ans, j'en ai 46, mais je suis toujours un enfant. Je mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas ou plus. Et puis je ne suis jamais allé à l'école, en dehors d'être le titre d'un de mes livres, ça fait de moi une exception dans notre paysage éducatif, dans cette pièce, très certainement. Et pour moi, ça a toujours été très étrange d'être considéré, ou d'être vraiment dans les faits une exception, alors que ce que j'ai vécu est la chose la plus naturelle qui puisse se vivre. Tout enfant qu'on laisserait tranquille, ou auquel on ferait confiance, et j'ai plutôt tendance à dire et auquel on ferait confiance, aurait à raconter exactement les mêmes choses que moi. Ce que j'ai vécu et ce qui arriverait à chaque enfant. Donc comment une chose qui arriverait en tout cas à chaque enfant de manière imparable, peut-elle être considérée comme une exception?
ça m'a toujours interpellé, et c'est pour ça qu'il y a quelques années, je me suis mis à en parler. Et pour vous dire à quel point je ne suis pas une exception, mais au contraire un enfant très très banal, parce que c'est précisément de cette banalité dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'aime bien utiliser une métaphore. Si vous prenez un noyau de mangue et que vous le trempez dans l'eau, et que vous attendez quelques jours, vous savez très bien ce qui va se passer. Il y a quelques racines qui vont sortir et une tige qui va émerger, et là personne ici ne va s'écrier « Oh, c'est un noyau de mangue surdoué !» Ben non, parce que c'est dans la nature du noyau de mangue, il ne lui arrive que ce qui doit arriver à sa nature. C'est exactement la même chose pour nos enfants. Et donc, avant de vous parler de cette banalité qui était mon but aujourd'hui, je voudrais, donc avant d'entrer dans le vif, on m'a dit que j'avais 1h30, avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt d'entrer dans ce qui est la conférence d'aujourd'hui, que je ne considère pas tellement comme une conférence, j'aurais bien voulu faire une introduction, et puis aussi une introduction de l'introduction, et puis dire quelques mots avant. Alors, les quelques mots sont tout simplement, moi je ne suis pas du tout là pour vous convaincre. Je ne suis pas venu pour vous convertir à quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour vanter les mérites d'une méthode, ou pour critiquer une autre. Parce que tout simplement, j'ai rien à vendre. Je n'ai pas à vanter les mérites d'une méthode et à vous dire elle est meilleure que celle-ci ou aussi bonne que celle-là. J'ai rien à vendre. D'une manière générale, je regarde toujours avec beaucoup de, on va dire, circonspection tous ceux qui prétendent avoir quelque chose à vendre. Vous savez, ce sont en général ceux qui ont une formation en 6 modules, avec une recette toute cuite, vous connaissez ça. Moi, j'ai une tendance à dire, quand quelqu'un prétend avoir une solution universelle qui marche pour tout le monde, j'ai 2 recommandations dans ce cas-là. La première recommandation, c'est n'écouter aucune recommandation, y compris celle-ci, bien sûr. Et la deuxième, c'est quand quelqu'un cherche à te vendre une réponse unique, prends la fuite. Mais donc j'ai rien avant, je ne suis pas là pour ça, et donc c'était les quelques mots que je voulais dire avant, et puis donc j'avais dit une introduction de l'introduction, et maintenant je vais peut-être... je ne sais pas si vous avez remarqué, alors ça, vous allez avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais vous verrez que je crois finalement si. Vous avez certainement remarqué que notre monde a beaucoup changé, mais très particulièrement au cours des dernières années, au cours des 5 dernières années comme jamais auparavant. C'est assez impressionnant, c'est assez inattendu. Il a changé parce que tout notre éclairage du monde a changé. En gros, on nous a présenté le monde jusqu'à présent, le monde là dehors, comme un champ de bataille. Là dehors, c'est la guerre. Et tu as intérêt à être assez en forme pour survivre dans cette jungle où règne compétition, chasse permanente, la survie du plus adapté, survival of the fittest. Fais gaffe d'être bien adapté, sinon tu seras avalé, bouffé par les autres. Toute cette représentation de la vie comme un combat pour la survie, a dominé notre vision du monde pendant quelques siècles. Les grands animaux mangent les petits, les grands arbres étouffent les petits, etc. Une certaine représentation du monde et tout ce que les scientifiques trouvaient. Alors c'est intéressant parce que ce changement nous vient précisément de la part des scientifiques. On a un monde qui est très régi par notre croyance en la science, et c'est précisément dorénavant la science académique la plus dure qui soulève le couvercle d'une sorte de boîte de Pandore et commence à nous dire des choses que jusqu'à présent on entendait ou on attendait que de la part de l'ésotérisme et du New Age, en quelque sorte. Et donc, ce que nous dit la science, en gros, c'est que, dorénavant et depuis peu, c'est que tout est relié. C'est surprenant, ça fait presque peur. Or, ça fait longtemps qu'il y en a d'autres qui le disent. Mais ce qu'il y a eu d'impressionnant, c'est que cette représentation du monde comme un champ de bataille, comme un combat, était confirmée à chaque nouvelle découverte. Chaque découverte, chaque preuve découverte allait dans ce sens. Tout ce que l'on nous expliquait soulignait encore combien c'est ainsi. Et il s'avère entre-temps que tout ça n'était que des alibis pour justifier notre propre manière de nous conduire. C'est pas moi qui me conduis ainsi. C'est la nature qui est faite de cette manière. C'est un peu comme ça, c'est pour ça que ça s'est autant reproduit. Et puis il y a eu un grand changement.
il y a eu un grand changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis 5 ans, il y a certains mots qui sont introduits comme ça par la petite porte dans notre vocabulaire et qui sont devenus omniprésents, tels que synergie, symbiose, co-créativité, mutualisation, solidarité. C'est complètement nouveau tout ça. Ça correspond à cette boîte de Pandore qu'on a soulevée, même si ça a commencé il y a environ 8 ans. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui a entre 0 et 8 ans, jamais davantage. On peut assez bien noter ce changement, ce grand virage. Mais c'est parce qu'il y a eu... Alors, il y a un livre qui vient de sortir en France. Il a mis du temps à arriver en France, parce que tout ce dont je vous parle maintenant est très diffusé. C'est peut-être pas encore arrivé jusque dans les étages qui prennent des décisions pour nous. Peut-être que ça va bouger, mais pour la plupart d'entre nous, c'est arrivé à bon port comme message. Alors ce livre, les dernières fois que j'en parlais en France, il fallait que je dise, il est hélas pas traduit, mais il est traduit depuis un certain temps, aux éditions Les Arènes, chez Peter Wohl. L'auteur est Peter Wolleben, un Allemand. Beaucoup de choses dont je vais vous parler viennent des pays germanophones, comme par hasard, dans lesquels j'ai la chance d'avoir pu tisser un réseau. Alors, les grands arbres n'étouffent pas les petits arbres. Non. Les grands arbres vont pousser très vite, les petits arbres poussent plus doucement. Donc ils atteignent une densité cellulaire plus forte, donc ce seront des individus plus solides. Mais, comme ils sont protégés, ils n'ont pas accès à la lumière. Donc normalement, ils devraient en mourir. Mais non, parce que les grands arbres leur envoient un réseau de racines et leur donnent à téter par les racines. C'est la tête qu'ont fait les scientifiques qui ont découvert ça. Parce que ça remettait en cause tout l'éclairage diffusé jusqu'à présent au sujet de comment fonctionne la nature. Vous avez déjà vu ces arbres alors là, ici, il y en a en face, c'est très visible. Si je me oriente bien, sur la falaise d'en face, vous avez des arbres qui sont au bord du précipice avec des racines qui pendent dans l'air. Vous les voyez, les racines. C'est facile à calculer. Les racines qui ne sont pas aériennes de cet arbre ne suffisent pas à le nourrir. Impossible. Il ne pourrait pas survivre si les autres ne lui envoyaient pas un réseau de racines pour, là aussi, lui apporter les éléments nutritifs nécessaires par les racines. Waouh, ça change notre vision du monde, ça. On ne peut plus représenter le monde de la même manière, c'est génial. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira dehors c'est la guerre, vous verrez, il y a quelque chose en vous qui va refuser cette description de la chose, et ça nous vient par la science. C'est donc très intéressant de voir ce virage qui est en train de, comme je vous disais, de changer notre vision du monde, peut-être pas là où les décisions se prennent, mais comme les décisions se prennent en nous, ça tombe bien quand même. Hein. Et donc, si je vous parle de ça, ce qui a l'air de n'avoir rien à faire ou à voir avec la thématique que j'ai annoncée, ben si quand même, parce que parallèlement à ce changement de notre vision du monde, de son fonctionnement, il y a eu exactement un virage aussi marqué en ce qui concerne notre éclairage de l'enfance. Et là, on rejoint ma thématique. Et c'est amusant que ça se... Enfin, amusant. C'est un hasard que ça se passe au même moment, bien sûr, de la même manière. Parce que dans les mêmes décennies ou siècles où on nous présentait la nature comme un champ de bataille, on nous présentait l'enfance d'une certaine manière. En gros, comme un état nul qui, par le biais de l'expérience, de la croissance et surtout de l'éducation, allait se développer en une version de plus en plus améliorée qui, partant de zéro, allait arriver finalement à la version plus. Et la version plus, c'est nous les adultes. L'aboutissement du processus de développement qui conduit de 0 à plus. Ce qui nous permettait d'ailleurs un positionnement hiérarchique très net face à l'enfant. Je suis désolé, il faut toujours une victime. C'est toujours très agréable. Attends, je suis pas assez... Voilà, donc c'est forcément... Voilà. Parce que moi je suis la version... Pas encore. Si tu fais des efforts, tu vas peut-être arriver à ma hauteur. Vous riez, mais c'est quand même le positionnement. Et ça, vous allez voir, c'est ni la faute des enseignants, ni la faute de l'école, ni la faute des parents, ni la faute de personne. Ça résulte de l'attitude générale d'une société entière
face à ses enfants. Et ça, c'est général. On peut accuser personne en particulier. C'était donc notre idée de la chose, et ça reposait sur cette croyance que, partie de zéro, les enfants arrivaient, à force, en plus par le biais de notre aide bienveillante. Méfiez-vous du mot bienveillant. Vous avez remarqué ça? Alors qu'il veut dire plein de choses intéressantes, mais méfiez-vous. C'était l'idée qu'on allait les aider à devenir aussi bien que nous. Partant de zéro, atteindre la version plus. Et alors ça aussi, ça a pris un sacré coup, et ça c'est amusant, parce que vous remarquerez que l'omnipotence humaine a pris comme ça une série, une volée de coups au fur et à mesure qu'on a avancé dans notre compréhension du monde. D'abord se croyant le centre de l'univers, l'homme a dû admettre que ce n'était pas le cas. Puis il y a plein d'étapes dont on parlait hier au dîner qui nous conduisent à puis il lui restait quand même un truc. Alors l'homme masculin se sentait le supérieur de l'homme féminin, mais maintenant c'est l'homme adulte se sent le supérieur face à l'homme non adulte, l'enfant, n'est-ce pas? Et puis là, il se prend quelque chose encore en pleine tronche, parce qu'il s'avère que cet éclairage était totalement faux, il ne correspondait absolument pas à la réalité. Alors ça aussi, c'est pas encore arrivé jusqu'au ministère, par exemple. Mais c'est bien arrivé parmi nous. Parmi ceux qui au quotidien travaillent avec des enfants, parmi les enfants eux-mêmes d'ailleurs, c'est assez bien arrivé. Parce qu'il s'avère donc que de la même manière que les grands arbres n'étouffent pas les petits, etc., il s'avère que nous sommes tous venus au monde comme des bombes de potentiel. Un enfant peut tout apprendre et peut tout devenir. Pour une raison qui, là aussi, est scientifiquement facile à expliquer. Les programmes génétiques qui nous font ne savent pas ni où ni quand nous allons venir au monde. Ils ne savent pas si on va venir au monde sur la banquise il y a 2000 ans ou dans le désert de l'Ardèche dans 200 ans. Ils ne peuvent pas le savoir, ça. Donc, ils nous équipent d'un dispositif assez étonnant, nous-mêmes, et cet océan de potentiel qui est le nôtre à la naissance. Un enfant peut tout devenir et peut tout apprendre. Dans la bouche d'un nouveau-né sont potentiellement, et physiquement, je vous parle de science, tous les phonèmes de toutes les langues de la Terre. C'est-à-dire que la bouche d'un bébé peut prononcer tous les sons de toutes les langues de la Terre. Ça se développe très vite. Et après, du coup, on n'est plus tellement capable, ou alors il faut apprendre, on n'est plus tellement capable de prononcer certains sons. Demandez à quelqu'un qui parle polonais de vous faire prononcer le mot 44. Vous allez voir. En polonais, et donc, voilà, c'est logique que ça se passe ainsi, mais le bébé, potentiellement, est capable d'apprendre n'importe quelle langue qui l'entoure. C'est intéressant, Je vais vous donner un autre exemple qui souligne pourquoi nous sommes des océans de potentiel à la naissance, ou pourquoi nous sommes dotés d'un océan, pourquoi nous sommes des bombes de potentiel capables de tout apprendre et de tout devenir sans aucune exception à la naissance. Par exemple, dans la forêt amazonienne, il est indispensable de savoir distinguer 256 nuances de vert. Ici, à Saint-Privat, je crois que c'est beaucoup moins utile. C'est clair, Mais alors, la chose, c'est que l'enfant qui naît en Amazonie va développer ce potentiel très vite. Celui qui naît ici ne va pas développer ce potentiel-là, du tout. Que va-t-il faire, ce potentiel? Au même titre que les autres phonèmes des autres langues non sollicitées, il va se racornir jusqu'à disparaître pour laisser la place aux facultés nécessaires à la survie ici. Oui, c'est clair, c'est logique. Sauf que, bien sûr, ça n'arrive pas qu'à un ou deux de nos potentiels, ça. Ça arrive à la majorité des éléments de cet océan de potentiel qui était nôtre à la naissance. C'est-à-dire que tous les potentiels dont nous n'avons pas, que nous ne sollicitons pas dans notre ordre du monde vont se racornir et disparaître. Au profit des quelques-uns, et c'est vraiment très peu, nécessaires à la survie dans notre environnement. Et donc nous vivons au début de notre existence une sorte d'hémorragie de nos potentiels. Pendant les premiers mois de notre existence, nous semons aux quatre vents cet océan de potentiel. Et à la fin, ce qui reste de nous, loin d'être une version plus, c'est un petit bonsaï.
Il fallait admettre ça. Nous devenons, à force de semer aux quatre coins, aux quatre vents de notre océan de potentiel initial, nous devenons l'ombre de ce que nous aurions pu devenir. Ça nous remet bien en place face à l'enfant. Ça nous fait bien descendre de cette idée que nous sommes la version plus. Ça change le passé, le présent et le futur du monde. Et c'est pour ça, vous voyez, que je voulais cette introduction, l'introduction. C'est parce qu'effectivement, ça change tout. Parce qu'on peut se poser la question suivante: quels sont alors les gardiens de nos potentiels? Qui tient en ses mains l'ensemble de nos potentiels? Qui tient encore en ses mains le fil, les chevaux de nos potentiels? Qui sont ceux qui le tiennent? Tous ces acrobates extraordinaires, je sais pas moi, tous les maîtres en arts martiaux, les samouraïs, les Jedi, les musiciens les plus virtuoses, les mathématiciens. J'en connais un en Allemagne, il est capable de compter 16 décimales après la virgule, en 2 secondes, sur des chiffres complètement hallucinants. Un peu psychotique. C'est comme ça que en général, les meilleurs d'entre nous ont toujours un écriteau de pathologie. Mais est-ce que ça, alors, mais en plus c'est ça. Mais donc, est-ce que ce sont... Ben oui, tous ont développé certains potentiels. D'ailleurs, chacun d'entre nous ici a développé, à force d'ailleurs de s'y consacrer, a développé certains potentiels exceptionnels. Et chacun d'entre nous a développé un certain nombre de potentiels. Je ne sais pas moi, 10, 100, peut-être 1000. Mais ça reste une toute petite fenêtre ouverte sur l'infini des potentiels qui auraient été le nôtre si on ne les avait pas semés ainsi aux quatre vents. Donc, qui sont les gardiens de nos potentiels? Qui peut encore tout devenir et tout apprendre? Eh bien, c'est nos enfants. Et voilà un éclairage bien nouveau face à eux. Et c'est très récent. Et ça va changer le monde, on verra pourquoi. Et c'est juste l'introduction de l'introduction après les quelques mots d'introduction. Et maintenant je passe à l'introduction, on avance quand même, vous voyez l'introduction, c'est pourquoi parler de tout ça. Pourquoi parler de tout ça, j'ai fini de comprendre il y a peu de temps un élément de notre vie que j'avais ressenti jusqu'ici, mais il s'avère que la plupart d'entre nous portent en eux un enfant blessé. C'est cet enfant auquel on a dit un jour: tel que tu es, ça suffit pas. Tel que tu es, c'est pas ok. Tel que tu es, c'est pas bien. Faut que tu changes. Faut que tu correspondes à mes attentes. Et ça nous concerne tous parce que cet enfant, on l'a tous en nous. Et vous savez, ça commence très très tôt qu'on nous dise tel que tu es, ça va pas. Ça commence tellement tôt dans notre vie. Ça n'arrête plus, Mais je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça commence tôt. Ça commence par exemple, juste un exemple, avec une gentille question que vous allez tous reconnaître. Surtout les jeunes parents, mais les autres aussi. Une gentille question que l'on pose aux jeunes parents, justement. Mon second fils, Benjamin, qui a 14 mois entre-temps, mais à l'époque il avait 2 jours, et déjà le chauffeur... Alors moi j'ai un contentieux avec les chauffeurs de taxi. Ils vous enferment dans un petit monde, celui de leur voiture, ils vous dépiquent leur vision du monde, et puis vous la fermez, parce que comme vous avez envie qu'ils vous ramènent plus ou moins en bon état à la maison, et donc vous êtes obligé de... Donc j'y reviendrai assez souvent aux chauffeurs de taxi, mais là, celui-là il me pose la question. Je rappelle que Benjamin a 2 jours à peine, donc la fameuse question, anodine, bienveillante, inoffensive. Vous êtes prêts? Vous allez la reconnaître, c'est: alors, il fait ses nuits? Ah, la gentille question. Bon, on peut remarquer ou non que celui qui la pose, en général, la pose en ajoutant: ah, parce que les miens faisaient leur nuit au bout de 15 jours. Ce qui renforce l'effet de la petite question anodine et bienveillante, qui est le suivant, l'effet. C'est que les parents auxquels on a posé cette question, qu'ils le veuillent ou non, quel que soit l'enracinement de cette question en eux, le jour où ils vont rencontrer leur enfant, c'est-à-dire ça suit en général, parce que c'est un petit enfant, ça vient bientôt, au moment où ils vont rencontrer leur enfant, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de lui donner à sentir, dans le périmètre non verbal de la communication, c'est-à-dire la langue que nos enfants comprennent et parlent le mieux. Dans le non verbal,
ils vont lui donner à ressentir « Je t'aimerais plus si tu dormais plus. » T'as vu comme c'est agréable? Ça veut donc dire que je t'aimerais davantage si tu n'étais pas tel que tu es. Waouh! On remarque pas, hein? Ça c'est une blessure. C'est une blessure fondamentale qui veut dire tel que tu es, ça va pas. Si tu changes, ça sera mieux. Si tu fais des efforts, ça va nous poursuivre une vie durant. Faire des efforts. On est très germanique là-dedans, hein? Faire des efforts. Je suis à demi-allemand, donc je peux me le permettre. Hein? Si tu fais des progrès, on y reviendra aussi au progrès. Et c'est fou ce que cette tendance de te dire que si tu changes, si tu t'adaptes à mes attentes, si tu corresponds à mes attentes, alors je t'aimerais vraiment. Mais là, je peux pas parce que tu ne corresponds pas à mes attentes. Tel que tu es, ça va pas. Il faut que tu deviennes. Et cette nécessité de devenir va nous torturer pour le restant de notre vie. On va nous paniquer une vie durant avec cette nécessité de devenir. Nos enfants sont obsédés par notre obsession de leur devenir. Et quand on est tellement occupé par devenir, eh ben on n'a plus du tout ni de temps ni de disponibilité pour être. C'est ce qui arrive à nos enfants, c'est ce qui nous arrive à tous. Cette chasse au devenir, il faut que tu deviennes. Pareil, faire des progrès, il faut que tu fasses des progrès. Vous savez, quand tu seras grande, autrement dit, quitte au plus vite cet état médiocre dans lequel tu es, afin d'atteindre le mien qui est meilleur. Donc, c'est une invitation à haïr ton état actuel, à souhaiter un autre, à souhaiter au plus vite quitter cet état-là pour être dans celui que tes personnes de référence primaire considèrent comme supérieur. Celui où tu pourras, parce que là tu ne peux pas, tu es pas encore assez grande. Ou alors il faut que tu fasses des progrès. Encore une fois, faire des progrès, c'est la nécessité d'avoir le regard posé sur devenir, ce que je ne suis pas encore. Et ça nous empêche complètement de nous consacrer à être. Ça va nous poursuivre une vie durant, car cet enfant blessé que nous avons en nous, cet enfant auquel on a dit ça un jour, et vous allez voir, il y a plein d'occasions de blesser cet enfant. Cet enfant blessé, nous le portons encore en nous pour une raison toute simple. C'est que les yeux par lesquels nous avons été vus, le regard qui a été posé sur nous lorsque nous étions enfants, définit encore aujourd'hui de quels yeux nous nous voyons. Nous nous voyons aujourd'hui, et c'est imparable, et ça se laisse aussi très facilement expliquer pourquoi, nous nous voyons encore aujourd'hui comme nous avons été vus. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Le regard qui a été posé sur nous lorsque nous étions enfants définit le regard que nous posons sur nous-mêmes aujourd'hui encore. Personne ne pense de lui « Ah, je suis nul en maths » ou « Je suis pas bon en musique ». Tout ça, c'est le regard des autres. Parce que l'enfant, il ne pense jamais ainsi. L'enfant, il est toujours pleinement conscient de la bombe de potentiel qu'il est, de sa capacité à tout devenir et à tout apprendre sans exception. C'est ainsi qu'il vient de nous. Et par ailleurs, il se considère, et ça c'est l'attitude générale de l'enfant, comme la bonne personne au bon endroit, au bon moment, ce qui te met à l'écart de toutes les craintes de valoriser cette chose-là. C'est-à-dire, je suis meilleur ou moins bien que toi. Je suis juste la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et tu es la bonne personne au bon endroit au bon moment aussi, puisque c'est ce que je connais. Et donc cette idée que je suis nul en ceci ou nul en cela, c'est le regard qui a été posé sur nous. Et vous verrez imparablement que quand vous avez une opinion médiocre de vous-même, c'est pas la vôtre. C'est le regard qui a été posé sur vous, pas forcément aujourd'hui, mais lorsque vous étiez enfant. C'est incroyable combien cet enfant blessé définit encore notre personnalité d'aujourd'hui. Et ça aussi, il y a une explication toute simple, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est tout simple. Nous venons au monde avec cette conscience de notre infini océan des potentiels, hein, qu'on peut tout devenir et tout apprendre, donc on a l'impression d'être à 100. Et à l'opposé, il y a l'opinion des autres qui nous dit « t'es encore rien ». Si tu te donnes du mal, si tu fais des efforts, tu vas devenir quelque... Mais là, pour l'instant, t'es rien encore. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça signifie. Alors, c'est pas une crucifixion, c'est un écartèlement. Ça nous déchire entre deux opinions absolument diamétralement opposées. L'une qui est « je suis 100 » et l'autre qui est « tu es 0 ».
Ça nous déchire et on voit, parce que dorénavant on a des instruments scientifiques qui nous permettent de le voir. J'ai la chance de travailler avec des neurobiologistes, on en parlera tout à l'heure, et on voit désormais les mêmes réseaux neuronaux que ceux de la douleur s'enflammer dans le cerveau d'un enfant qui se trouve dans cette situation, dans cette première rencontre, avec cette première déchirure, l'opposition entre deux points de vue, le mien et celui des autres, point de vue qui concerne ma personne. C'est une souffrance, c'est une douleur pour notre petit enfant. Il y a une souffrance, une douleur, et comme personne ne peut survivre longtemps à une douleur intense, il faut trouver une solution pour diminuer cette douleur. La seule solution pour que cette douleur diminue, c'est de rétablir un équilibre entre ces deux opinions. Rétablir un équilibre entre ces deux opinions, ça veut dire en changer. Parce que tu ne peux pas changer l'opinion des autres. Donc, qu'est-ce que tu changes? Tu changes ce que tu peux changer. Ton opinion de toi-même. Et tu la ramènes au point d'équilibre avec l'opinion des autres. Et c'est ainsi que tu reprends à ton compte, sur ton compte, l'opinion des autres. C'est ainsi que tu commences à te voir par les mêmes yeux que ceux qui t'ont regardé lorsque tu étais enfant, et que ça va nous suivre une vie durant. J'ai presque fini. Mais comme si ça ne suffisait pas, comme si les yeux posés sur nous lorsque nous étions enfants ne programmaient pas le regard duquel nous regardons aujourd'hui, il s'avère que ce regard-là définit également de quels yeux nous voyons nos propres enfants et les enfants de ce monde. Et ça, c'est fatal. Or, et c'est toujours là où moi, mon émotion rejoint la tienne, c'est que cet enfant blessé en nous, comme partout ailleurs dans ce monde, il ne voulait entendre qu'une chose. Je t'aime parce que tu es comme tu es. C'est tout ce que l'enfant voulait entendre. C'est notre nostalgie à tous. Et à chaque fois que nous parvenons à faire ressentir cela à un enfant, attention, c'est justement dans le non-verbal que ça se passe. Et bien, cet enfant non blessé, du coup, va venir à la rencontre de l'enfant blessé en nous, le prendre par la main et l'emmener sur un chemin, une sorte de réconciliation avec cet enfant blessé en nous. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croyait, parce qu'on nous vend toujours ça comme un Everest à franchir. Pareil, il y a une formation, si tu veux, en 6 modules. Et non, c'est tout simple. Parce qu'effectivement, s'il faut d'abord régler nos propres problèmes avec cet enfant blessé avant de s'adresser aux autres, on ne va jamais y arriver. C'est comme ça qu'on reste tous bloqués. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est d'un changement d'attitude envers nos enfants qu'il s'agit. Et à partir du moment où on change d'attitude envers nos enfants, les choses vont toutes seules, vont d'elles-mêmes. Et cette réconciliation avec l'enfant blessé que nous avons tous en nous, elle pourrait peut-être passer par, et maintenant j'entre enfin dans mon intervention du jour, j'ai fini les introductions, j'en ai fini avec les introductions, elle passe peut-être par une rencontre avec nos dispositions spontanées. Et c'est de ça dont j'avais en réalité envie de vous parler, il me reste à peu près 1 heure. C'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est de nos dispositions spontanées. Nous venons au monde avec une ribambelle de dispositions spontanées, et quand on les rencontre, quand on en entend parler, ça nous permet de nous rendre compte que peut-être, finalement, on n'était pas si nul que ça. Ça permet en tout cas, c'est probablement une réconciliation, j'aurai l'occasion d'en parler avec cet enfant blessé. Ces dispositions spontanées, c'est notre équipement de série. C'est ainsi que chaque enfant est venu au monde. Chacun d'entre nous est venu au monde avec une ribambelle de dispositions spontanées. Je ne vais pas du tout pouvoir les évoquer toutes, mais je vais en évoquer 4 qui me tiennent particulièrement à cœur, qui n'ont aucune, ni hiérarchiquement, ni chronologiquement, n'ont de raison d'être nommées, et les autres pas. Hein. Elles sont ni plus fréquentes, ni chronologiquement antérieures, ni postérieures, ni plus intéressantes, mais c'est 4 que j'ai vraiment au hasard choisi. Je vais vous parler de 4 dispositions spontanées. Je répète, c'est notre équipement de série, c'est-à-dire que personne ici n'est venu au monde sans cet équipement de série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie ou de handicap qui pourrait nous priver de ces dispositions spontanées. Je vais essayer de vous présenter ces 4 et quelques exemples autour de tout ça. Et on aura un atelier cet après-midi, ce qui permettra, si certaines choses vous intéressent, d'approfondir tout ça, si vous avez des questions.
La première disposition spontanée que je voudrais vous présenter ce matin est assez simple à présenter. Il me suffit de vous poser une question. Mais soyez rassurés, c'est une question dont je sais que vous connaissez la réponse. Je sais que vous connaissez la réponse à cette question. C'est pas un examen ici, je ne tiens pas à vous tendre un piège, voir si vous connaissez la bonne réponse. Je sais que vous la connaissez. Et c'est la suivante. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille? Il joue. Il joue. C'est fou ça, on le sait tous, hein. On n'a pas vraiment besoin de réfléchir, on s'en souvient tous de nous-mêmes, où on regarde les enfants de ce monde, on n'a pas de nécessité de réfléchir une fraction de seconde à la chose, nous savons que la première chose que font nos enfants dès qu'on les laisse tranquilles, c'est de jouer. Tous les enfants du monde jouent, sans exception, quelles que soient les conditions environnantes, que ce soit la guerre, la misère, la famine, ou le luxe, hein, qui sont tous ces mots modernes. Tous les enfants jouent parce que le désir de jouer, le penchant pour le jeu, chez nos enfants est plus fort que tout. C'est plus fort que la faim, c'est plus fort que la soif, c'est plus fort que la douleur. Ça, on l'a tous observé, on le sait. Quand je dis que c'est plus fort que la douleur, je l'observe par exemple chez Antonin, mon fils aîné. Antonin a 7 ans et demi, entre-temps, c'est devenu un grand garçon. C'est mon portrait craché, puisqu'il a les yeux clairs, la peau blanche et les yeux clairs, la peau blanche et les cheveux blancs. Antonin, mon grand garçon, par exemple, qui joue avec son avion. Et puis il n'a pas vu une branche, ou une infractuosité, ou une pierre, et il se dalle par terre, il se blesse. Il a un peu de sang sur les mains, il a des larmes sur le visage. Et la première chose qu'il fait, c'est de ramasser son avion, et tout en pleurant, continuant à pleurer. Donc on l'a tous vu ça. On sait tous. J'ai d'autres histoires comme ça. Par exemple, nous, on vit dans un chantier. On a une maison qu'on reconstruit pierre à pierre, enfin plutôt euro par euro, donc ça prend du temps. On n'a pas rien n'est fini. Il y a une pièce qui est finie, c'est la chambre d'Antonin, la plus grande, la plus belle de la maison, dans laquelle il ne se tient jamais, puisque nous on est toujours à la cuisine et qu'il a toujours envie d'être là où on est. En toute logique. Enfin, on est plus exactement, nous, dans ce qui un jour sera la cuisine. Et dans cet endroit, nous avons une table familiale. Je suis sûr que vous en avez une aussi, sauf que chez vous, contrairement à chez nous, chez vous, elle est toujours bien rangée. Chez nous, pas, hein. On y arrive pas parce que c'est la table où on mange, on cuisine, on écrit, on travaille à l'ordinateur, on fait de la pâte à modeler, vous imaginez la table, et donc toujours bien rangée, bien sûr. Et donc, je dois vous dire une autre chose dont on sera peut-être amené à parler aujourd'hui, mais Antonin est un passionné de fusée. Ça fait 2 ans que ça le tient maintenant. Hein. En gros, il se réveille le matin en tant que fusée, puis il se couche le soir en tant que fusée toujours. Hein. Et donc il voulait une Saturn V, la fusée Apollo, la fusée lunaire. Ça a été un peu difficile d'en trouver une dont les étages se séparent, etc. Mais dans le modélisme, on a fini par en trouver une. On parlera de ça si vous voulez aussi, c'est intéressant, les jouets comme nous les comprenons. Donc on a une fusée Saturn V d'1,10 m de haut chez nous. 1,10 m, je vous laisserai calculer pourquoi. Et donc il descend le matin avec sa Saturn V sous le bras et il cherche à la poser quelque part. Alors il fait un peu de place sur la table pour poser la fusée. Et il sort jouer. Il va jouer toute la matinée dehors et revenir à la maison tout rouge en disant qu'il a soif. Et je vais vous dire quelque chose, pour qu'Antonin dise qu'il a soif, il faut qu'il ait vraiment très soif. Il ne le dit jamais, il ne le ressent jamais, il est comme son grand-père. Alors, je lui prépare un verre et je cherche à le poser moi aussi, le verre. Le seul endroit où il y a un peu de place, c'est à côté de la fusée sur la table, parce qu'Antonin a fait de la place pour y poser sa fusée et la table de lancement. Donc, je pose le verre à côté et je dis Antonin, ton verre est là. Donc il dit, ah oui, puis, et il attrape sa fusée et il ressort jouer 1 heure de plus sans avoir touché au verre. Donc, c'est que ce penchant pour le jeu, jouer, chez l'enfant est tellement plus fort que tout qu'il en oublie la douleur, la soif, la pluie. Il en oublie la pluie, vous le savez. Donc, ça, on le savait. On savait que... J'espère que j'arrive à être aussi fort en décibels que la pluie. C'est un fond. Oui, c'est malheureusement un fond. Je vais essayer de doubler la puissance en faisant ça. Donc ça, nous savons, on sait tous que nos enfants, dès qu'ils le peuvent, jouent, que tous les enfants du monde jouent, sans exception. On sait que les enfants très très malades, regardez dans certains hôpitaux, c'est absolument poignant, ils sont tout tablés, tout tuyautés, mais ils jouent. Que nos enfants se saisissent de chaque occasion de jouer qui passe, de chaque petit lambeau, et se l'approprient avant qu'il passe. Donc ça, on le savait.
Et du coup, on sait aussi la réponse à une deuxième question, une question subsidiaire que j'ai à vous poser, une question dont je sais également que vous saurez tout de suite trouver la réponse, c'est la suivante. Donc, chacun sait que nos enfants jouent, c'est la première chose qu'ils font dès qu'on les laisse tranquilles. Et d'ailleurs, si on ne les interrompait pas, ils joueraient encore et toujours, tout le temps. Ça aussi, on le sait, vous allez voir, on ne réfléchit pas. Donc ça aussi, on le savait. Attendez, on sait tous que la première chose que font nos enfants dès qu'on les laisse tranquilles, c'est de jouer. On sait tous que si on ne les interrompait pas, ils joueraient toujours. Donc on le savait. Donc j'ai une question, et là je sais que personne ne sait la réponse à cette question, qui est la suivante. Alors pourquoi, donc, interrompons-nous toujours à nouveau nos enfants qui jouent? Pourquoi? Alors si on réfléchit bien, on va trouver pourquoi. Par manque de confiance. Parce que nous avons prononcé à l'égard de l'enfance, et encore une fois, c'est pas nous, c'est cette société dans laquelle nous avons développé. Donc c'est quand même nous, parce que nous c'est la société c'est nous. Hein. Nous avons développé, nous avons prononcé une motion de censure à l'égard de nos enfants. À l'égard de l'enfance en général. Cette idée que, tels qu'ils sont, ça suffit pas. Ça peut quand même pas suffire de jouer. Il faut bien à un moment qu'on devienne sérieux. Ça, c'est une chose très incompréhensible pour l'enfant. Entre-temps, les scientifiques nous disent qu'il n'existe pas d'outil d'apprentissage plus efficace que le jeu. C'est pas par hasard qu'on en est équipé d'ailleurs. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que de jouer. Ah, elle est pas mal cette phrase, hein? On pourrait l'écrire en grand, on pourrait en faire des banderoles. Il n'y a, pour apprendre, rien de mieux que de jouer. Ça pareil, c'est pas encore arrivé jusqu'au ministère, mais ça commence à progresser. Mais d'ailleurs, il suffirait de demander à nos enfants. Hein. Mais nous, on a comme ça prononcé cette motion de censure à l'encontre de nos enfants et à l'encontre de leur jeu, parce que je viens bien de le dire, il y a un moment où il faut qu'on devienne sérieux. C'est donc que jouer n'est pas sérieux. C'est donc que nous ne prenons pas au sérieux l'enfant qui joue, parce que nous ne prenons pas son jeu au sérieux. C'est pas si simple que ça, vous allez voir pourquoi. Du coup, ça nous a amené aussi à créer une chose, alors, à faire une chose complètement étonnante, c'est que nous avons réussi à séparer deux unités totalement inséparables, c'est-à-dire jouer et apprendre. Alors non seulement nous avons réussi dans nos paradigmes et notre compréhension du monde à les séparer, ce qui déjà est incompréhensible pour un enfant, mais en plus nous avons réussi à les positionner exactement à l'opposé sur l'échelle du sérieux. D'un côté le jeu, pas du tout sérieux, et apprendre de l'autre côté, apprendre l'apprentissage extrêmement sérieux. D'ailleurs l'apprentissage n'a jamais le droit d'être ludique, sinon il est suspect. Ça aussi c'est très difficile à comprendre pour un enfant. Parce que pour un enfant ça n'existe pas. Cette séparation n'existe pas. En gros, et je suis toujours heureux de l'annoncer, vous savez, apprendre, ça n'existe pas. Et pour un enfant, apprendre, ça n'existe pas. Alors vous, je sais que vous le savez, mais apprendre, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est apprendre? Ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est pas quelque chose que l'on peut faire aux autres. Apprendre par cœur, oui. Ça, c'est une activité. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ça peut même devenir un métier, apprendre par cœur. Un métier qu'on exerce de 9h à 12h et de 14 à 17h du lundi au vendredi. Apprendre par cœur, ça c'est un acte. Apprendre, non, impossible, parce qu'apprendre n'existe pas. Apprendre n'est que la dépose d'alluvions, n'est que l'effet secondaire, n'est que ce qui reste après nos émotions. Ou après nos jeux, qui sont d'ailleurs des synonymes. Mais on en parlera tout à l'heure, pendant l'atelier. Donc non seulement nous avons réussi à séparer ces deux notions, mais en plus à réussir la prouesse de les positionner à l'opposé sur l'échelle du sérieux. Et ça, pour un enfant, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, et pourtant, il y a un moment inévitable où un jour, quelqu'un va venir vers l'enfant et lui dire là, il va falloir que tu arrêtes de jouer pour te mettre à apprendre. Alors ça, pour l'enfant, c'est pas que c'est triste, c'est que c'est totalement incompréhensible. C'est comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Capable en moins de 2 minutes. Alors, du coup, le problème, c'est que ta manière de penser à mon sujet à ce moment, je me permets de vous tutoyer quand je vous adresse la parole, je vous revois à la fin du séjour. Hein. Ta manière de penser à mon sujet quand je te demande ça, ça ne correspond pas à la manière de penser d'un enfant. C'est-à-dire qu'aucun enfant jamais ne remet en question l'adulte. Il n'est pas fait pour ça. Jamais l'enfant ne pense que c'est l'adulte qui a un problème. Toujours l'enfant pense que c'est lui qui a un problème. Quand il ne comprend pas la situation. C'est une blessure de plus.
Et c'est encore une blessure. Je te demande un truc incompréhensible, c'est une injonction contradictoire, paradoxale, incompréhensible. C'est juste toi qui es trop nul pour comprendre. Waouh, on l'avait pas vu comme ça. Hein. Chaque fois que nous interrompons un enfant dans son jeu, c'est une souffrance pour l'enfant. Quelle que soit, par loyauté, la raison pour laquelle il le fait. Encore une chose à ce sujet. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors je peux faire un peu de teasing, comme on dit de nos jours quand on parle bien français. J'ai un livre qui sort chez Actes Sud en septembre, dont le titre c'est Jouer. Donc je consacre tout un livre à ce sujet. Bon, certains vous diront c'est un livre sur l'apprentissage par le jeu, c'est pas du tout le cas. C'est un livre sur ce que combien notre monde changerait si nous prenions l'enfant qui joue au sérieux. Ou plus exactement, combien notre monde change quand nous prenons l'enfant qui joue au sérieux. C'est étrange d'ailleurs, hein, parce que toujours à nouveau ce constat que je suis une exception dans le paysage m'agace. C'est vrai que je suis le seul à pouvoir répondre à la question qu'advient-il d'un enfant qu'on n'interrompt jamais dans ses jeux, et pas seulement une journée, mais toute une vie durant. Pourquoi suis-je le seul à pouvoir répondre à cette question? C'est quand même étrange, quand même pas normal, alors que c'est la question à laquelle n'importe quel enfant de 46 ans ou de 65 serait censé pouvoir répondre. Parce que c'est notre disposition spontanée. Avant de la quitter, cette première disposition spontanée, faute de temps, hein, cette première disposition spontanée que je voulais vous présenter ce matin, je disais c'est une blessure quand l'enfant est mis dans cette situation de ne pas comprendre pourquoi on lui demande d'arrêter de jouer pour se mettre à apprendre. Il y a aussi le fait que, lorsque nous interrompons un enfant, nous lui donnons le sentiment suivant, je ne prends pas ton jeu au sérieux. Sauf qu'il s'avère que notre enfant, lui, toujours, il s'identifie à son jeu, il est son jeu. Un enfant ne joue pas, il est son jeu. Ce qui lui confère une extraordinaire liberté. Nos enfants ont cette incroyable liberté. Par exemple, nous, il n'y a que dans nos rêves qu'on peut encore voler. Mais nos enfants volent dans chacun de leurs jeux s'ils le veulent. Et ils sont et l'avion, et le pilote, et les ailes, et l'air, et les nuages, et les oiseaux. Ils sont leurs jeux, ce qui leur fournit cette incroyable liberté qui caractérise nos enfants. Hein. Ils sont leurs jeux. Donc, tu es ton jeu. Et je viens te dire, ton jeu, je le considère comme sans importance. Là, je peux l'interrompre quand je veux. Mais comme tu es ton jeu, c'est toi que je considère comme sans importance. Voilà. C'est une blessure de plus. Vous voyez, c'est pas anodin tout ça, parce qu'on ne pourra pas rencontrer notre enfant qui joue de la même manière. L'enfant qui joue, c'est l'humain qui se consacre à l'activité la plus sensée qu'il soit pour l'humain. On y reviendra beaucoup, vous allez voir aujourd'hui. C'était la première disposition spontanée dont je voulais vous parler d'une manière générale. Il y en a une deuxième que je veux vous présenter. Et là, je vais faire une toute petite excursion dans la neurobiologie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas neurobiologiste, j'ai juste la chance de travailler avec des scientifiques, un certain nombre, dont le professeur docteur, en allemand, les titres sont plus importants presque que ton prénom. Hein. Le professeur docteur Gerald Hüther, qui est un des neurobiologistes les plus pointus actuellement. Alors, vous savez, je vais citer son travail, hein. Je cite ses mots et très sciemment. Et d'ailleurs, il y a un livre de lui qui va sortir également en français chez le même éditeur que Peter Wolling. Là, je fais du super teasing, ça ne sort pas de ce lieu, hein, bien sûr. Pendant les mêmes siècles, hein, pendant lesquels on pensait que la nature était ce champ de bataille, qu'on nous présentait l'enfance comme un état mineur destiné à se développer, on nous a aussi dit que nos cerveaux étaient génétiquement programmés. Que c'était notre génétique qui définissait notre intelligence. C'est-à-dire tu viens au monde en tant que personne intelligente ou en tant que personne bête, et puis voilà, c'est ta génétique. Tu ne vas pas changer ta génétique puisque c'est gravé dans le marbre. À l'époque, on n'avait pas encore découvert l'épigénétique, qui n'a même pas 8 ans. L'épigénétique qui veut dire en gros que oui, tu peux changer tes gènes, ce que tu manges, comment tu vis, avec qui tu partages ton quotidien, tout ça a une influence sur tes gènes. Donc, à l'époque, l'intelligence gravée dans le marbre de ta génétique, puisque la génétique elle-même était immuable. Non, la génétique est non seulement mouvante, mais de plus,
tout ce qu'on a cru sur cette intelligence. Alors c'était pratique quand même, parce que du coup ça a permis de générer un ordre du monde assez simple, hein, puisqu'il y a les gens intelligents d'un côté, les gens bêtes de l'autre, et puis voilà, et puis on appartient à l'une ou à l'autre des catégories, puis en plus comme on s'y tient toute une vie, et en plus comme c'est génétique, donc à ta vie qui est héréditaire. Des parents idiots ont des enfants idiots, des enfants intelligents ont des enfants intelligents. Point barre, tu tiens à ta catégorie une vie durant. Et tout l'ordre du monde. Alors c'est marrant parce qu'on a dit beaucoup de bêtises au sujet du cerveau. Elles ont toutes été revues, remises en question, toutes. Hein. Hémisphère droit, hémisphère gauche, tout ça c'est... Le poids du cerveau, le volume du cerveau comme facteur d'intelligence. Chose hautement véhiculée par les hommes, puisque les hommes ont un cerveau plus lourd. Hein. Complètement faux, hein. Entre-temps on sait que c'est pas du tout le cas, tout a été révisé, mais il y a une croyance qui reste profondément ancrée, c'est cette idée qu'on est venu au monde comme une personne intelligente, comme une personne bête, et que c'est comme ça, c'était gênant. Jusqu'au jour où des scientifiques, encore eux, ont découvert que dans le cerveau des jeunes de nos jours, alors c'est une étude récente mais suffisamment ancienne, vous allez voir pourquoi. On a découvert que la zone responsable des mouvements du pouce est considérablement plus développée dans le cerveau des jeunes de nos jours que dans le cerveau des jeunes d'il y a 50 ans. Ah. Alors oui, ça vient, le constat est fait, de l'utilisation intensive des SMS, lesquels, à l'époque de cette étude, s'écrivaient encore avec des touches. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour écrire un J, un H, un Z. Donc, vous savez, les choses se perdent toujours dans un flux de données, puis il y a toujours quelqu'un, en général c'est un Britannique, ne me demandez pas pourquoi, il y a toujours un chercheur britannique qui reprend les données et qui dit, mais vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une chose renversante. Ça veut dire que nos cerveaux ne sont pas génétiquement programmés, mais qu'ils se développent selon l'usage que nous en faisons. Darwin avait dit ça. Non, il y a plein de choses que Darwin a dites et n'a pas dites, mais bizarrement, on n'a pas exactement interprété les choses comme bref. Mais ça, c'est une autre discussion. Oui, mais alors, du coup, cette idée que notre cerveau se développe selon l'usage que nous en faisons, à la manière d'un muscle, ça remettait tout l'édifice en question. Alors là, beaucoup étaient très excités par cette découverte, mais bizarrement, elle n'est pas encore arrivée au ministère, donc vous avez remarqué. Et du coup, à l'époque, les pédagogues et les neuroscientifiques travaillaient encore ensemble. À l'époque encore. Et là, ils se sont mis main dans la main pour se dire, alors attends, si le cerveau fonctionne comme un muscle, on va développer un programme de musculation cérébrale et on aura tous des gros cerveaux. Et ils ont développé des programmes de stimulation précoce. Je ne sais pas si vous les avez connus. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de victimes. En gros, c'était 5 langues à l'école maternelle, sudoku au petit déjeuner, le chinois dans le ventre de la mère par l'intermédiaire de haut-parleurs. Je rigole, mais ça a été fait, hein. Tout ça a été fait, ces programmes ont été développés, appliqués avec beaucoup de zèle, avec des résultats spectaculaires, puisque nul. 0. Ah, mince. Et c'était d'ailleurs poignant et difficile à admettre pour ceux qui l'avaient développé, puisque ça marche tellement bien pour l'écriture des SMS. Pourquoi ça marche pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? Ça aurait quand même été bien pratique. Et ça marche pas du tout pour une raison toute simple. Découverte il y a peu. Là, on rejoint ce lot de ces découvertes récentes. Et accrochez-vous bien, parce que moi j'ai trouvé ça renversant. Notre cerveau se développe, certes, selon l'usage que nous en faisons, mais seulement lorsque nous en faisons usage avec enthousiasme. Plaisir. Waouh! Non, enthousiasme. Et oui, parce que plaisir, joie, etc. sont des composantes de l'enthousiasme, mais pas uniquement. Regarde quand un enthousiasme prend un de nos enfants au sérieux, au trip. Regarde le sérieux avec lequel il se consacre. Et parfois, ça t'amène à faire des efforts qui sont très loin du plaisir. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire... C'est vraiment le mot enthousiasme. Et ce mot, d'ailleurs, il nous concerne tous, c'est ça. Ça nous appelle, et pour une raison toute simple, c'est qu'on le savait tous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est les moments que je préfère, moi, c'est quand la science nous apporte la preuve de ce qu'on savait déjà. Mais oui, mais c'est important, c'est précieux. Par exemple, on savait tous qu'en état d'enthousiasme, on a des ailes. On sait tous que l'enthousiasme nous rend capable de tout, qu'on est capable de tout apprendre et de tout devenir en état d'enthousiasme. On le sait, ça. On sait, nous savons qu'en état d'enthousiasme, nous sommes proprement géniaux. Ça, nous le savons. Mais maintenant, là de nouveau, tu disais,
géniaux-génétique, et je me disais que Ah, là, ça, où il y a, c'est- là où il y a du plaisir, il y a de la gêne. Non, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc il n'y a pas de génétique. Non, mais donc cet enthousiasme dont nous savions qu'il nous rend géniaux, la neurobiologie nous explique ce qui se passe quand nous l'éprouvons. Au bout des longs filaments sont générés des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques, lesquels agissent sur le cerveau comme de l'engrais. D'ailleurs, c'est le mot de la neurobiologie, l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Regardez, je trouve que tout ça, par rapport à la motion de censure évoquée tout à l'heure, c'est un bel appel à la confiance. On est tous venus au monde, non seulement équipés du meilleur dispositif d'apprentissage qui soit, le jeu, mais en plus d'un irréfrénable désir d'utiliser cet outil, notre désir de jouer. Et en plus, on est tous venus au monde équipés d'une dose d'engrais cérébral portable, qui n'attend pour s'exprimer qu'une chose, notre enthousiasme. On a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un petit enfant de 2 à 3 ans. On mesure une tempête d'enthousiasme dans le cerveau. Alors tous ceux qui vivent avec des petits enfants le savent, mais il suffit d'en croiser pour le constater. Un enfant de 2 à 3 ans éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Toutes les 2 à 3... Ça veut dire qu'un enthousiasme n'est pas encore fini, que le suivant commence déjà. Il suffit de vivre avec un enfant pour comprendre de quoi il s'agit. Et là aussi, il y a une explication scientifique toute simple pour la chose. C'est que nos enfants sont libres, totalement libres de toute hiérarchie entre les métiers et entre les matières. Hein? Si je te demande de mettre tricot et mathématiques sur un pied d'égalité, tu vas pas vraiment y arriver. Et pourtant, c'est la réalité de nos enfants. Pour eux, tricot et mathématiques sont sur un pied d'égalité. Et pour eux, il n'y a aucune raison de s'enthousiasmer davantage pour le métier de laveur de carreaux que pour celui d'astronaute. Et cette incroyable absence de hiérarchie leur permet de rencontrer tout ce qu'ils rencontrent, les yeux ouverts, avec enthousiasme. Et c'est pour ça qu'ils ne cessent jamais de s'enthousiasmer. C'est pour ça qu'on mesure une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant de 2 à 3 ans, toutes les 2 à 3 minutes. Regardez, ça veut dire qu'un tout petit enfant, non seulement équipé du meilleur dispositif d'apprentissage qui soit, non seulement équipé d'un penchant irrépressible pour cet outil d'apprentissage, non seulement équipé d'une dose d'engrais cérébral portable, possède un cerveau qui du matin au soir baigne dans un bain d'engrais cérébral. Mélatonine, Sérotonine, prolactine et ocytocine. Et donc, ça vous intéresse peut-être de savoir à quelle fréquence, en moyenne mondiale, un adulte éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant de 2 à 3 ans. Alors c'est des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même la moyenne mondiale. Et c'est une étude transversale. Alors, la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant de 2 à 3 ans éprouve toutes les 2 à 3 minutes, un adulte l'éprouve 2 à 3 fois par an. Oui, et alors attends, quand j'en vois certaines qui ont tendance à avoir plus que 2 ou 3 tempêtes d'enthousiasme par an, ben je voudrais te dire quelque chose. Par exemple, je sais pas, 9 fois par an tu t'enthousiasmes. Mais tu sais ce que ça veut dire ? Pendant le temps où tu t'enthousiasmes 9 fois par an, il y en a 2 autres qui n'ont pas pu du tout s'enthousiasmer parce que tu avais piqué leur part. Ça explique bien des problèmes de ce monde, hein. C'est toute ta faute. Mais je tiens à te rassurer, mais pas tellement toi. Je tiens surtout à nous rassurer, nous autres. L'enthousiasme est la seule ressource terrestre illimitée. Plus on en fait usage, plus il y en a. Merci beaucoup. Donc voilà, l'enthousiasme, je voulais vous en parler, parce qu'il s'avère que dans chaque enfant, il y a un génie, n'ayons pas peur des mots. Il y a un génie dans chaque enfant qui n'attend qu'une chose, c'est son enthousiasme, qui est une de ses qualités naturelles à l'enfant. Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a un génie. Il y a une génialité qui n'attend qu'une chose, notre enthousiasme. Seulement, pour pouvoir nous enthousiasmer avec la même authenticité, avec la même entièreté que nos enfants, ben il va falloir nous aussi nous débarrasser de ces satanées hiérarchies entre les choses, entre les matières, entre les personnes et entre les métiers. Parce que si ça se trouve, ceux qui t'enthousiasment, toi, eh ben c'est pas reconnu par la société.
Du coup, tu vas même pas oser t'enthousiasmer et tu vas louper l'occasion de connecter à ce qui te rendrait génial. Alors c'est un toi très métaphorique, hein. C'est un tu métaphorique, mais c'est intéressant de se rendre compte que sans nous libérer de ces hiérarchies, nous ne pourrons pas trouver notre génie. Mais remarquez, c'est pas la seule chose dont il va falloir qu'on se libère. Si on veut trouver notre génie, il va falloir qu'on se libère de certaines autres choses. Il va falloir qu'on se libère de la position, hein, dont on parlait tout à l'heure. Vas-y, laisse-moi un peu de place pour que tu sois bien serré. Voilà. Non, c'est le monde de nos enfants, ça. Non, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Alors, tu vois, toi non, parce que tu vois mes yeux. On est en train de se parler. Mais les autres là, ils ont qu'une envie. Par empathie, ils ont qu'un désir. Oh, 1 mètre, je te donne 1 mètre et déjà tout le monde respire mieux dans la... Non, nos enfants, c'est toujours ça, le monde dans lequel ils vivent. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour ça. D'ailleurs, c'est comme ça que nos enfants rencontrent les autres. Les yeux dans les yeux. Et sur un pied d'égalité. C'est comme ça que nos enfants rencontrent... J'aurais dit les humains autrefois, hein, mais c'est les autres vivants de la planète. Parce que nos enfants... Alors c'est intéressant, attendez, c'est intéressant, hein. Parce que ce positionnement face à nos enfants, c'est pas un truc, c'est pas une astuce. Parce qu'on a dit à beaucoup d'enseignants, on leur a donné un truc, une astuce à mettre en œuvre, c'est descends au niveau des... Alors déjà, rien que ça, je trouve ça extrêmement condescendant. Vous savez, ça va du haut vers le bas. Hein, voilà, c'est ça. Comme ça, je sais pas à le dire moi. C'est descends au niveau des enfants. Quelle prétention, je trouve. Mais bon, simplement, si c'est un truc, c'est une astuce, hein, si tu te mets accroupi, mais que dans ta tête et dans ton cœur, tu es toujours perché là-haut, ben on s'en fout de ta position géographique. Ça ne change rien. Tandis que si tu changes d'attitude dans ta tête, dans ton cœur, ton positionnement géographique n'a aucune importance. Donc voilà, il faudra qu'on se libère de cette position parce que chaque position face à l'enfant de ce monde s'avère être en miroir une position face à nous-mêmes. Et que tant qu'on sera dans ce rapport-là, on ne pourra pas rencontrer ce qui nous enthousiasme. Il y a une autre chose dont il faudra qu'on se libère, c'est de notre ironie face à l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Vous voyez l'ironie dont je veux parler ou pas du tout? Je vais l'illustrer. Non, je sais, on la voit pas, elle est tellement ancrée qu'on s'en rend même plus compte. Et moi, je la vis parce que je la vois dans nos adultes, d'abord. Et puis parce que j'accompagne beaucoup d'enfants et je l'ai vu. Rien que il y a 2 jours, le salon du Bourget, aéronautique des airs et de l'espace, une séance dédiée aux enfants. Bref, c'est pas ça dont je veux vous parler, c'est de l'ironie. Vous allez voir pourquoi quand même c'est ça dont je veux parler. Je vais raconter une petite histoire. On parle depuis 1 heure et 3 minutes. J'ai donc encore presque une demi-heure, mais je vais la faire courte quand même, l'histoire. Elle m'arrive quand j'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Et j'arrive chez l'homme qui va devenir l'homme de ma vie. Je ne le savais pas, et lui non plus à cette époque-là. Il allait devenir mon maître luthier. Alors il m'a dit une première phrase que l'on pourrait encadrer si on voulait. On pourrait la proposer en autocollant ou comme une phrase de Mark Twain. Mais là non, parce qu'en plus comme les autocollants ne sont pas toujours en une pièce, tu sais jamais s'il faut mettre une chose dans un ordre ou la signature ailleurs. Mais il m'a dit je peux tout te montrer, d'ailleurs je vais tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre. Bon, mais c'est pas ça la chose importante, je vous laisse y réfléchir. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il m'a donné 2 planchettes d'épicéa, de bois de lutherie. Alors le bois de lutherie est très précieux parce que on le fend, on ne le scie pas, donc on a besoin de rencontrer des fibres qui ont poussé droit, sinon on ne peut pas les utiliser. Puis ensuite on le laisse sécher pendant 40 ans à l'air libre, donc c'est passé du temps, on travaille pour la génération suivante. Et au total il reste 1,5 mm sur une table d'harmonie, donc au total ça coûte le même prix que l'or au gramme. Il me donne 2 planchettes. Et au moment où il me donne ces 2 planchettes, eh ben, il ne m'a pas dit « Oh, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? C'est du bois, oui, c'est bien. Toi aussi, tu savais que c'est du bois? Ah, c'est du bois. Est-ce que tu peux me dire d'où vient le bois? Est-ce que tu sais, toi, d'où vient le bois? Le bois vient de l'arbre, oui. C'est bien. Oh, toi aussi, tu as su que l'arbre
donner du bois, toi aussi, tu sais que le bois vient de l'arbre, c'est bien ça. Toi aussi, oh bravo. Est-ce que tu peux me dire où habite l'arbre? L'arbre habite dans la forêt avec les autres arbres. Oh, et toi aussi, tu savais que l'arbre habite dans la forêt? Oui, c'est vrai. Et toi aussi? Oh, mais c'est bien. Toi aussi, tu le savais. Alors, j'ai une bonne idée. On va aller tous ensemble dans la forêt enchantée et on va trouver un arbre magique. Et avec l'arbre magique, on va faire du très très bon bois pour faire une super guitare. D'accord? Vous venez tous? Oui. Non. S'il m'avait parlé comme ça, je rappelle que j'avais 23 ans. Qu'est-ce que j'aurais cru? Qu'est-ce que j'aurais pensé? Je me serais dit, il me prend pour un idiot. Seulement la question qui se pose ici, c'est pourquoi nos enfants devraient-ils accepter quelque chose que pour nous, nous ne tolérerions pas? Parce que c'est mignon? Alors, il y en a qui vont vous dire, on lui facilite l'accès à la langue. Alors là, c'est une première légende, c'est totalement faux. Les neurobiologistes nous montrent que la chose la plus difficile que nous ferons de notre vie, c'est d'apprendre une langue maternelle. D'ailleurs, qui a réussi à apprendre une langue maternelle peut être tranquille, le reste, c'est une promenade de santé dans la vie. Mais là, tu n'en as pas qu'une à apprendre, tu en as deux à apprendre. Il faut que tu piges que... chérie, t'as pas vu sa sucette quelque part? C'est mon cassine, c'est voilà ta totote. Tu comprends que ça veut dire la même chose. T'as aucune raison, hein, parce que entre... mais même le même mot, hein, si tu prends le même mot, sucette et... sucette. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas le même mot. Donc on double le travail déjà. Donc l'idée que c'est pour faciliter... Attention, je parle pas du gazouillis d'une maman avec son bébé, hein, c'est pas la même chose, hein, je parle vraiment de... Bon. Mais surtout celui qui pense que c'est mignon. Alors voilà, il s'avère que là aussi, pour aller vite, la neurobiologie nous montre, on sera ramené à en parler aujourd'hui pendant l'atelier, la neurobiologie nous montre que la pire souffrance que nous puissions ressentir en tant qu'humains, certainement pas que, mais c'est le sentiment d'exclusion. Il n'y a rien qui nous fasse plus mal que l'exclusion. C'est-à-dire que si je t'arrache un ongle, ça va te faire très mal. Si je t'exclus d'un groupe auquel tu as envie d'appartenir, on va avoir les mêmes réseaux neuronaux s'enflammer, mais bien plus fort. Ça fait bien plus mal. Le groupe auquel nos enfants ont envie d'appartenir, c'est nous. Ils veulent être comme nous, ils veulent être avec nous. Et ils ont très très bien perçu qu'entre nous, nous parlons une certaine langue. Et qu'il n'y a qu'avec eux que nous en employons une autre. Donc quand nous parlons ainsi à nos enfants, on ne le savait pas jusqu'ici, hein, mais maintenant on le sait, quand nous parlons ainsi avec nos enfants, nous leur donnons tout simplement, dans l'indicible, nous leur donnons le message suivant: tu ne fais pas encore partie du groupe des personnes qui méritent que je leur parle normalement. On ne le savait pas jusqu'ici, mais maintenant on le sait. C'est une exclusion, elle est douloureuse. Une blessure de plus. On commence à les collectionner, dites donc, hein. Quand on se sera libéré de tout ça, on sera dans une nouvelle attitude. Cette nouvelle attitude que je nomme écologique de l'enfance, il faut nous mettre à l'écart de toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, qui font toujours l'erreur magistrale de partir de l'adulte et jamais de l'enfant. Donc quand on est dans cette nouvelle attitude générale, on se trouve à se poser de nouvelles questions. Par exemple, au lieu de se poser toujours la même sempiternelle question, comment éduquer l'enfant, hein, que puis-je t'apprendre? On pourrait se poser la question, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de l'enfant? Dans quel domaine les enfants sont-ils magistraux? Dans quel domaine sont-ils de vrais maîtres? Dans quel domaine nous montrent-ils la voie? Par exemple, en ce qui concerne l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit, nos enfants sont de vrais maîtres. Ils vont vers les autres, à bras et à cœur ouverts, sans aucun isme. Racisme, sexisme, spécisme, agisme, leur sont inconnus. Ils vont à la rencontre des autres à bras et à cœur ouverts, sans tenir compte de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre, de leur salaire et surtout de leur âge. Ils vont à la rencontre des autres et il n'est pas nécessaire de leur apprendre la tolérance parce que les enfants ne connaissent pas l'intolérance. Et ne connaissant pas l'intolérance, ils nous montrent ce que serait un monde meilleur. Et ce monde meilleur, il ne serait pas si difficile que ça à atteindre finalement. Encore une fois, on nous le présente toujours comme un Everest infranchissable. Il suffirait de ne pas trop nous éloigner de notre disposition native, parce que vous l'aurez bien sûr compris, cette ouverture du cœur et cette ouverture d'esprit est la troisième disposition spontanée dont je voulais vous parler ce matin. Et si vous la combinez aux deux précédentes, le meilleur outil d'apprentissage est notre penchant à l'utiliser, l'engrais cérébral portable,
C'est cette ouverture d'esprit qui nous permet d'activer cet engrais cérébral portable. Quelle jolie cohérence et quel incroyable appel à la confiance en nos enfants et donc en nous-mêmes. Surtout que cette incroyable ouverture de l'esprit et du cœur est une disposition spontanée, native, préparante de la quatrième que je veux vous présenter avant d'en finir ce matin, qui est notre penchant, notre disposition, notre penchant à aller dans le vaste monde. On est fait pour ça, nos enfants sont faits pour ça. Très très tôt. Je l'ai observé chez Benjamin qui n'avait pas 3 mois et qui manifeste une insatisfaction. Alors là, il y a toujours quelqu'un pour le qualifier de caprice. Parce que la couche, s'il emporte, est sèche, il a tété, il a ni chaud, ni froid, tout va bien, il pourrait dormir, et non, il proteste. Faites le test, c'est imparable. Tu prends cet enfant et tu changes de pièce. Et là, il se met à absorber les nouveautés de la pièce, la nouvelle pièce. Donc, ce qu'il manifestait, c'était juste l'envie de changer d'air, d'aller dans le vaste monde. Ben, on est fait pour ça. On est fait pour ça, on est fait pour aller dans le vaste monde, parce que l'enfant est encore pleinement conscient du fait que ce sont les différences qui garantissent l'enrichissement mutuel. Les enfants sont pleinement connectés encore à la conscience que les uns sans les autres, on n'arrive à rien. Que toi et moi, ensemble, on est capable de choses qu'on n'atteindrait pas seul. Ça, c'est une grande conscience de l'enfance. C'est une conscience qui repose sur son expérience jusqu'ici. Il n'aurait jamais atteint l'âge qu'il a atteint s'il n'y avait pas eu les autres. L'enfant est parfaitement conscient du fait que je suis bien trop petit pour atteindre les assiettes là-haut. Là, j'ai besoin d'une personne plus grande. Mais quand il s'agit d'aller chercher les lunettes qui sont sous le lit, là, c'est à moi qu'on fait appel. Toi, tu sais très très vite, très très bien courir. Et toi, tu sais très très bien lire. Si j'ai besoin de quelqu'un qui sait lire, ben, je vais vers toi. Si j'ai besoin de quelqu'un qui sait courir, je viens vers toi. Et si toi et toi, vous avez besoin de quelqu'un qui répare tout, vous allez venir me chercher moi. Toi, et toi, et toi, et toi, et moi, ensemble, sommes capables de choses que nous n'atteindrions jamais seuls. C'est une des grandes consciences et confiance de l'enfance. C'est pour ça que l'enfant n'a qu'une hâte, c'est d'aller à la rencontre de nouveaux paysages, de nouveaux visages. On les fait tous. Que l'enrichissement est généré par nos différences, l'enrichissement mutuel. Et ça, c'est un de nos grands penchants, et tout ce qui nous entrave dans cet élan à aller vers l'extérieur est douloureux, est une blessure de plus faite à notre nature. On est fait pour ça parce que l'enfant, à la base, n'a pas fait de mauvaises expériences avec ce qui est nouveau. Il n'a pas de raison de craindre le nouveau, bien au contraire, c'est excitant. C'est nous qui, à force de faire l'expérience que dans le nouveau se cache toujours le danger, qu'on nous pose une question colle à laquelle on ne connaît pas la réponse, et qu'on va être du coup moqué, ou qu'on va être jugé, pesé, sous-pesé, aligné, hiérarchisé selon notre capacité ou non à répondre à cette question colle, fait que dans tous les cas, on va essayer d'éviter ce qui est nouveau parce qu'il y est tapis le danger d'être jugé. Mais l'enfant n'a pas ça. C'est pour ça qu'il va dans le vaste monde. C'est pour ça que de toutes ses fibres, de tout son être, il va vers les autres paysages et les nouveaux. Et donc, vous imaginez bien que le pire qui pourrait arriver à un enfant et à cette disposition spontanée, ce serait de le garder enfermé à la maison avec ses parents. Et ça, je tiens beaucoup à le souligner parce que beaucoup pensent qui ne va pas à l'école, donc ça a été mon cas, reste à la maison avec ses parents. Alors, ça s'appelle l'instruction en famille. Moi, ça m'a beaucoup amusé d'aller déclarer l'instruction en famille pratiquée pour mes enfants, alors que nous ne pratiquons ni l'instruction ni la famille. Mais donc, voilà, c'est cette image qu'on en a. Et le problème, c'est que ce serait le pire pour l'enfant. Rester dans le vase clos familial avec ses parents, ça veut dire qu'on est condamné à partager le peu de savoir de ses parents. C'est forcément peu. Même s'ils sont très érudits, très cultivés, c'est une toute petite fenêtre ouverte sur l'immensité du savoir qu'il y a dehors. Donc ce serait une énorme... Mais il y aurait pire encore que d'avoir à partager le peu de savoir de ses parents. L'enfant qui resterait à la maison serait condamné à partager toutes les peurs de ses parents. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Mais par exemple, Antonin, mon fils aîné, il adore grimper aux arbres. C'est son truc. Moi j'aimais ça quand j'étais enfant et j'ai pas fait de mauvaises expériences, donc j'ai aucune raison en réalité, mais c'est ainsi, j'en ai peur. Quand je vois Antonin grimper aux arbres, j'ai très peur. S'il ne vivait qu'avec moi, il pourrait jamais grimper aux arbres.
Par chance, il va dans le vaste monde à la rencontre d'autres personnes qui n'ont aucune crainte quand ils nous voient monter dans les arbres. C'est eux qui le cherchent. C'est à la recherche de ces personnes-là, à la recherche de ces rencontres-là qu'il se rend dans le vaste monde. Et il y en a même qui grimpent avec lui dans les arbres. Là, ici en Ardèche, pas loin. C'est eux qui le cherchent. Et voilà, ça illustre parfaitement pourquoi tout ce qui nous empêcherait d'aller dans le vaste monde serait un coup de frein fatal donné à cette disposition spontanée qui était la nôtre. Et quand je parle de cette dernière disposition spontanée, aller dans le vaste monde, native chez nos enfants, on me dit souvent « Oui, mais c'est possible quand l'enfant est grand, pas quand il est petit. » Vous connaissez « Oui, mais » Oui. C'est un invité d'honneur. C'est fou ce qu'on fait souvent appel, combien on convoque « Oui, mais ». Parce que oui, mais c'est ce qui rend impossible nos rêves. Oui, mais. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu as un rêve, une vision, là, concrétisable prochainement. Tu as besoin de toute urgence d'un oui, mais pour la rendre impossible. Oui, mais, alors si tu ne trouves pas de oui, mais, sois rassuré, les autres font preuve d'un très très grand zèle à trouver des oui, mais pour toi. Hein? Oui, mais c'est tout ce qu'on trouve quand on cherche ce qui rend nos rêves impossibles. Et quand on cherche, on trouve. Vous connaissez, alors moi je suis comme vous, hein, je déteste les exercices de groupe. Donc je ne vais pas faire d'exercice de groupe avec vous, je ne vais pas vous demander de vous lever, de vous masser le dos réciproquement pendant 1 minute, etc. Non, mais je vais faire avec vous une chose intéressante qui est le test de Kubitschek. Vous connaissez le test de Kubitschek? Alors le test de Kubitschek, il est tout simple, je vais vous demander de regarder autour de vous dans cette salle au plus vite et de prendre note dans votre tête de tout ce qui dans cette salle est rouge. Allez, c'est parti. Prenez note de tout ce qui est rouge. Et attention, il y a quelques pièges. Ah, seul moi voit. Prenez note de tout ce qui est rouge. Soyez rapide et soyez précis. Tout compte. Soyez rapide et soyez précis. Oui, voilà, justement. Soyez rapide et soyez précis parce que je vais vous interroger. Et on verra qui a vu le plus. Donc soyez rapide, soyez précis parce que vous n'avez plus beaucoup de temps. Attention, le temps est écoulé. Soyez honnête, fermez les yeux, je vous en prie, soyez honnête, fermez les yeux. Fermez les yeux et dites-moi très très vite tout ce qui dans cette pièce est bleu. Imparable. Notre cerveau ne peut pas faire ça. Quand tu es obsédé, on en parlait tout à l'heure, par quelque chose, ben tu n'as plus de temps pour le reste. Tu es tellement occupé, surtout qu'il y en a un qui vous pousse en disant je vais vous interroger puis on verra qui a vu le plus, tu sais. Du coup, notre cerveau tétanisé prend note de tout ce qui est rouge et néglige. J'ai parlé que de bleu, mais tu as vu toutes les autres couleurs, on les a passées. Et ben c'est ainsi qu'il en va avec oui, mais. Quand tu cherches ce qui rend tes rêves impossibles, et ben tu trouves. Oui, mais c'est tout ce qui rend nos rêves impossibles. Et quand je dis que notre disposition spontanée, c'est d'aller dans le vaste monde, ben on me dit souvent, ben oui, mais quand il est grand, l'enfant, mais quand il est petit, c'est quand même pas possible. Et quand on me dit ça, me vient toujours à l'esprit une petite histoire que j'ai envie de vous raconter pour finir. Puisque 1h18, ça va, j'ai encore le temps juste pour la petite histoire avant qu'on aille manger. C'est une histoire qui arrive à Antonin, encore une fois, quand il avait pas encore tout à fait 3 ans. Son grand-père lui a offert une moissonneuse-batteuse. Enjouée, bien sûr, hein. Et Antonin, qui n'avait pas encore 3 ans, voulait savoir ce que c'est. Alors vas-y, explique à un enfant de moins de 3 ans, à Paris, en décembre, ce qu'est une moissonneuse-batteuse. Il a un grand-père complètement incohérent. N'est-ce pas? En plus, vous connaissez. Alors, le truc, c'est que par chance, il existe ordinateur, internet, YouTube, vidéo, et qu'est-ce qu'on trouve? Des moissonneuses-batteuses. Et non seulement on trouve ça John Deere verte, mais en plus ça John Deere verte avec la capsule GPS jaune sur le toit. Je sais pas si tu vois. Donc on l'a trouvé, il regarde pendant longtemps des moissonneuses-batteuses à l'œuvre. Pas besoin de lui expliquer, il dit... Il a très bien compris à quoi ça sert. Et d'ailleurs, pendant tout l'hiver, avec sa petite moissonneuse, ben, il a moissonné toutes les surfaces horizontales qu'il ait pu trouver. L'hiver passe, le printemps aussi, l'été en partie. Nous passons en voiture à l'orée d'un champ. Et tout d'un coup, Antonin s'écrie « Oh, moissonneuse-batteuse, moissonneuse-batteuse !» Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On arrête la voiture, il ouvre la porte, il sort, et il se plante au bord du champ. Alors là, il faut que vous imaginiez la scène quand même, puisqu'on a un enfant de 3 ans au bord du champ, et face à lui,
moissonneuse batteuse. De plus, elle grandit et grandit dans son nuage de poussière. Et plus elle s'approche, plus elle grandit. Jusqu'à ce moment incroyable où les tonnes d'acier de la moissonneuse batteuse viennent s'arrêter devant les pieds du petit garçon. Le temps s'arrête. La portière de la cabine s'ouvre. Le moissonneur passe la tête et lui dit « Hé, tu veux monter ?»« Oh, montez vous aussi, me dit-il. » Et nous voilà en train de monter sur cette échelle qui ressemble d'ailleurs à un arbre, en train de monter à cette échelle pour nous installer dans la cabine. Cabine dans laquelle nous sommes restés pendant 2 heures. Bien évidemment, je vous raconte des histoires très banales. Vous aurez remarqué que de toute la matinée, je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes et vous raconter des histoires banales qu'on connaît tous. Cette histoire, on la connaît tous. C'est pas la moissonneuse, c'est un autre engin de ce genre. Hein. Mais donc, en l'occurrence, on s'est installé dans la cabine de la moissonneuse et le moissonneur était dans tous ses états. Il était bouleversé. Et ça tombait bien parce qu'il voulait montrer à Antonin tous les boutons, tous les cadrans, toutes les manettes de la moissonneuse. Et vraiment, c'était quelle rencontre, parce que par le plus grand des hasards, il se trouve qu'Antonin de la moissonneuse, il voulait connaître tous les cadrans, tous les boutons, toutes les manettes. Quelle rencontre, quel feu d'artifice dans la cabine là au cas. Oh. Et pourquoi le monsieur est-il si bouleversé, si touché, si ému? Ben, il nous l'a dit. Il nous l'a dit tout de suite. Il nous a dit, vous savez, ça fait des jours et des jours que je roule ici. Jusqu'à présent, personne ne m'avait vu. Le premier qui me voit, c'est ce petit humain-là. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Non seulement il le voit, mais en plus, il l'admire. Et ça, cet homme, ça fait très longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Je suis même pas sûr que ça lui soit jamais arrivé. De se sentir admiré pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Parce que dans les yeux de l'enfant, dans le domaine de l'indicible justement, du non-verbal, il lit dans les yeux de l'enfant que l'enfant lui dit « Toi, monsieur, je t'aime, parce que tu es comme tu es, et parce que tu fais ce que tu fais. » Ça le bouleverse, ça le prend aux tripes. Et vous voyez, on boucle la boucle avec le début. Parce que ça lui permet de se réconcilier avec l'enfant blessé. Mais bien sûr, mais ça lui permet de se réconcilier lui-même avec cet enfant blessé, avec son propre regard sur lui-même. D'ailleurs, ça prend une forme très concrète. Il sort de la machine. Il va dans la trémie chercher une poignée de blé. Il vient verser ce blé dans les mains d'Antonin en lui disant « Tu sais ce que c'est ça? C'est du pain futur. C'est sacré ce que nous faisons. Nous nourrissons les hommes. » Tu remarques que tout d'un coup, au lieu d'être celui qu'on ne voit jamais, qui fait son job, il fait quelque chose de sacré. Ça le réconcilie avec lui-même, ça le réconcilie avec l'enfant blessé en lui, ça lui redonne une valeur à ses propres yeux, ça le touche, ça le bouleverse, ça change sa vie. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous laisser partir. C'est pour ça qu'on y reste 2 heures. Mais qu'au bout de 2 heures, quand même, il faut bien qu'on y aille. Alors on commence à descendre cette échelle. Et là, il me rappelle, donnez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et le lendemain, à 7h du matin, mon téléphone sonne. Bonjour, c'est moi, le moissonneur. Je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier qu'Antonin ne connaît pas encore. Alors vous voyez, il s'est bien préparé, hein. Mais en réalité, il s'est préparé encore mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Il s'est préparé de telle sorte qu'il puisse dire une phrase d'un seul tenant sans jamais s'interrompre et ainsi ne jamais me donner une occasion de dire non. Il a préparé la phrase suivante. Bonjour, je suis le moissonneur, je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier qu'Antonin ne connaît pas encore. Amenez-le donc. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, amenez-le quand même. Je m'en occupe volontiers toute la journée. Je sais pas si vous voyez ce que ça signifie. C'est ça l'enfant qui va dans le vaste monde. Ça change le monde. Ça change son monde parce qu'il a fait une rencontre. Donc il a appris énormément de choses, dans un état d'émotion qui garantit qu'il ne les oubliera plus jamais. Il a appris comment les hommes nourrissent les hommes. Il a appris tant de choses. Ça a été un enrichissement profond pour Antonin, mais comme tout enrichissement authentique et sincère, eh ben, il n'est pas à sens unique. Il est forcément réciproque. Il est forcément mutuel.
Parce qu'il a réensemencé l'horizon de cet homme. Il a changé sa vie, il l'a réconcilié avec son enfant blessé. Il lui a permis de changer de regard sur lui-même et sur ce qu'il fait. Ça change le monde quand l'enfant va dans le vaste monde. Ça change aussi celui de ses parents d'ailleurs, parce que vous aurez remarqué que si Pauline, mon épouse, et ou moi, nous étions restés à la maison pour nous occuper d'Antonin, on serait restés à la maison tout seul. Pendant qu'Antonin lui passait la journée sur la moissonneuse. Voilà, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. C'est de ces choses qui nous étreignent et que nous connaissons tous d'ailleurs. C'est pour ça que je disais que j'enfoncerais des portes ouvertes aujourd'hui. C'est de cette réconciliation avec l'enfant blessé. C'est de ce je t'aime parce que tu es comme tu es et tu fais ce que tu fais. Parce qu'avec ces histoires banales, mon espoir, c'est toujours de vous inviter à traverser le miroir et à venir de ce côté du miroir où nous avons confiance. Où nous avons confiance. Et chaque minute que nous passons de ce côté du miroir est une bénédiction pour l'enfance. Et mon espoir est toujours qu'en vous ayant invité à franchir ce pas et à passer de ce côté du miroir, ça ait donné envie à quelqu'une ou quelqu'un parmi vous de rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir. Je le répète, chaque minute est une bénédiction. Parce que nous voulons tous des enfants qui un jour seront des adultes heureux. On le veut tous. Et on le veut tous tellement qu'on en oublie une chose primordiale qui serait de vivre sous leurs yeux ce que c'est des adultes heureux. Nous sommes leur modèle. Nous voyons en permanence dans l'enfant notre passé. C'est l'enfant que nous avons été ou que nous aurions pu être. Ils voient en nous en permanence l'adulte qu'ils seront un jour, leur futur. C'est une invitation à n'être jamais assez prudent dans ce que nous vivons sous les yeux de nos enfants. Je voudrais pour finir rappeler ce que c'est qu'un modèle tel qu'on l'entend, tel que l'enfant comprend la notion de modèle. Et je vais prendre pour ça un exemple, mon papa, qui pour moi est un modèle dans tous les domaines. Un exemple, un modèle. Mais j'ai pas du tout envie d'être mon papa. Non, mais il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Eh bien, c'est ainsi que nos enfants regardent les personnes qui les inspirent. Et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance.